Bonjour à tous, on se retrouve sur Terra Invicta pour une vidéo un petit peu spéciale pour discuter construction de bases dans l'espace. Donc dans Terra Invicta, on peut construire des bases sur à peu près toutes les planètes, lunes et astéroïdes qui existent, en tout cas qui sont implémentés dans le jeu. Et puis également on peut construire des stations spatiales autour de ces planètes ou sur certains points très spécifiques. Pour construire une base, il faut déjà avoir scanné le corps en question. Donc si c'est un astéroïde ou une planète, il faut envoyer soit une sonde depuis la Terre, ce qui est relativement rapide dans le système solaire intérieur, il faut globalement moins d'un an. Par contre, dès qu'on commence à aller dans le système solaire extérieur, ça peut prendre très longtemps et ça peut un petit peu bloquer votre développement si vous envoyez des sondes par là. Il y a une autre manière de faire. L'autre manière, c'est de construire un vaisseau spatial, de rechercher laboratoire mobile de recherche spatiale, de lui mettre ce laboratoire en utilitaire et d'envoyer le vaisseau spatial scanner le corps planétaire. Idéalement, vous y mettez également des modules qui vont permettre de coloniser la planète. Donc moi généralement ce que je fais, c'est que j'envoie un vaisseau avec des super moteurs de fin de jeu, donc ils vont quand même relativement vite. Il arrive au niveau de la planète, il construit une petite station orbitale. Ça permet de réparer, on va dire, le vaisseau, de lui redonner, de le régénérer. Et puis il va construire petit à petit les différentes bases, les différents sites sur ces planètes. Et puis ensuite, je le fais passer vers un autre corps. Dans le système solaire intérieur. Globalement, il y a 3 endroits où vous voulez être. Mars, vous ne pouvez pas prendre au début de jeu toutes les stations, enfin tous les emplacements. Si vous gérez bien, vous pouvez prendre tous les emplacements sur Mercure, il y en a moins. Par contre, c'est beaucoup plus coûteux en boost, en fusée, pour vous y installer une première fois. Vous voulez également être sur les différents astéroïdes. Voilà, idéalement les plus riches. Et le maître de tous ces astéroïdes, alors c'est pas vraiment un astéroïde, c'est plutôt une planète naine, c'est évidemment Cérès, qui produit une énorme quantité d'eau et de gaz. D'accord ? Il faut aller sur Cérès juste pour ça. Ça vous donne une quantité de carburant pour le reste du jeu qui va vous mettre bien. Voilà. Ensuite, de manière annexe, vous pouvez vouloir vous installer sur la Lune. La Lune permet à certaines particularités. Elle fait partie du système Terre-Lune et donc vous avez certains bâtiments qui peuvent être constructibles dessus. On y reviendra. Mais généralement, la Lune est assez pauvre en ressources. Moi, dans ma partie, par exemple, il n'y a pas du tout d'eau. Sur la Lune. Il y a un tout petit peu de gaz et je reste dessus. Bon, surtout comme je viens de le dire, pour les différents bâtiments, et puis également parce qu'il y a une grosse source d'uranium dessus. Et puis, de manière annexe, vous pouvez avoir besoin, vous pouvez vouloir vous installer autour de Vénus. Alors, vous ne pouvez pas vous installer sur sa surface, parce que tout simplement, il y a des pluies acides qui détruisent tout ce qu'on essaierait de construire là-bas. Par contre, on peut mettre en place des stations orbitales autour de celle-ci. L'avantage de Vénus, c'est sa relative proximité avec le Soleil. Dans Terra Invicta, vous avez une gestion justement de l'énergie solaire. Plus vous êtes proche du Soleil, plus vous produisez avec vos panneaux solaires. Vous avez un petit facteur qui est ici au niveau du Soleil qui vous indique la multiplication des modules solaires, et je pense que ça doit être par rapport à la Terre. Ouais, c'est même pas vraiment par rapport à la Terre. Bon. L'idée essentielle, c'est que si vous êtes autour de Mercure, voire de Vénus, les panneaux solaires, c'est vraiment le must. Vénus,
ça se défend avec la fusion nucléaire quand elle sera très avancée. Autour de la Terre, généralement, les panneaux solaires d'entrée de jeu, c'est pas mal, mais très rapidement, vous allez basculer petit à petit vers le nucléaire. À partir de Mars et sur les différents astéroïdes, les panneaux solaires, faut complètement oublier, c'est fission nucléaire dans un premier temps, voire fission nucléaire lourde. Et dès qu'on a développé les technologies de fusion nucléaire, donc moi je suis en train de finir fusion deutérium-tritium, ça va me permettre d'avoir les premiers bâtiments de fusion nucléaire. La fusion nucléaire, ça a surtout l'avantage de produire davantage d'énergie pour un minimum d'uranium ou de matériaux fissiles consommés. Si je vais un petit peu dans l'arbre des recherches, je vais afficher tout l'arbre, je vais aller chercher pile à fusion. Voilà. Donc la pile à fusion, elle est nécessairement derrière fusion deutérium-tritium, pas les autres types de fusion. Et elle peut permettre d'aller vers donc pile à fusion lourde, réseau de réacteurs à fusion lourde, puis ferme de réacteurs à fusion lourde, qui produisent pour 0,2 d'uranium plus de 900 d'énergie. D'accord, aujourd'hui pour 0,3 d'uranium, je produis à peine 128 d'énergie par réacteur. Donc clairement, ce truc-là, c'est le must. Par contre, ça prend beaucoup de temps à construire, ça coûte un peu cher, il faut l'entretenir, ça demande de l'or. Voilà, c'est un investissement. Si on regarde une station, comment elle est faite ? Une base, elle est constituée donc d'un cœur. Ici c'est un cœur de camp, donc c'est un cœur de niveau 2. Il y a 3 niveaux. Le niveau 1 qui permet d'avoir ces 4 emplacements. Le niveau 2 qui rajoute 4 emplacements de chaque côté, donc ça fait plus 8. Et on a un niveau 3 qui permet d'ajouter encore 4 emplacements de chaque côté, donc x2, ce qui est encore un plus 8. Toutes les bases, elles ont un point spécial qui est le point d'accès au dépôt minier, donc qui est juste là. On ne peut pas construire autre chose sur ce point, c'est forcément une mine. Donc les mines, encore une fois, elles sont également de niveau, elles ont également 3 niveaux, 1, 2 et 3, et à chaque niveau, vous augmentez la productivité de celle-ci. Donc par exemple, la mine de niveau 1, elle me rapporterait 2,2 d'eau, 4 de gaz, 62 de métal, etc., etc. Alors c'est un peu différent de ce qui est affiché ici parce que j'ai des bonus miniers grâce à différentes organisations que j'ai. J'ai un bonus de 17%. Donc entre 53,5 et ce qui est affiché ici, il y a 17% de différence. Si je vais au niveau 2, et que je regarde le complexe minier, la production elle est bien plus importante. Elle doit être d'ailleurs de 50% supplémentaire. Et si je vais au niveau 3, elle sera encore de 50% supplémentaire. Donc une mine de niveau 3 produit 2 fois plus de matériaux qu'une mine de niveau 1. Pour un coût qui est quand même qui peut être quand même assez conséquent. Le problème des mines également, c'est qu'on ne peut pas en construire de manière infinie. Il y en a un certain nombre, les premières sont gratuites, donc vous les construisez et elles sont gratuites en termes de contrôle de mission. Vous les construisez, elles produisent des ressources et point barre, c'est transparent au niveau de ce contrôle de mission. À partir d'un certain nombre, qui est pour moi aujourd'hui de 24, au-delà de 24, les mines vont commencer à consommer du contrôle de mission et ça de manière exponentielle. C'est-à-dire que la première mine va peut-être me coûter 1 de contrôle de mission, la deuxième ce sera peut-être 3, 4 ou 5, et puis la troisième ce sera 10 ou 15. Donc ça va très très vite, donc c'est vraiment quelque chose à surveiller. Pour augmenter cette capacité de mine gratuite, il faut plutôt aller chercher les technologies direction Mars, direction Mercure, direction Jupiter, donc ce sont les destinations.
destination planète extérieure. Et donc à chaque fois, ça permet d'augmenter le nombre de mines gratuites de 6. Donc ça peut être intéressant de développer cette technologie, même si vous n'allez pas aller tout de suite vers, vers ces destinations. Donc si je reviens sur Mercure, cœur de camp on en a parlé, les mines on en a parlé, ensuite vous avez les différents emplacements. Vous avez un premier sujet qui est l'énergie. Pour alimenter vos bâtiments, vous allez forcément avoir besoin soit de panneaux solaires, soit de centrales. Alors, on va regarder un petit peu l'interface qui est sur la droite. On a un certain nombre de bâtiments qui sont disponibles avec plein de types différents. Vous avez des filtres dans tous les sens. Vous avez ici l'énergie, vous avez des modules que je n'ai pas encore développés pour la construction de vaisseaux ou pour en ravitaillement. Vous avez des modules de construction, vous avez les mines, vous avez des fermes, vous avez des modules de défense, etc. etc. Alors, vous avez des modules qui vont vous permettre de produire du cash, de la science, de l'ingénierie ou du contrôle de mission. Bon, ici il n'y a rien au niveau 1. Moi je vais tout afficher. On va plutôt aller au niveau 2, parce que c'est là où vous commencez à avoir des bases qui sont intéressantes. Généralement les bases de niveau 1 c'est surtout pour, on va dire pour réserver un emplacement, plutôt que d'être réellement productif. C'est vraiment une étape intermédiaire. Les bases de niveau 3 c'est un peu la version premium, c'est-à-dire qu'elles font tout un peu meilleur que les bases de niveau 2, mais ça reste quand même assez cher. Le but c'est surtout d'économiser du contrôle de mission. Parce que les bases consomment du contrôle de mission. Elles vont consommer de mémoire, c'est 1 ou 2 contrôles de mission pour le niveau 1. C'est 3 contrôles de mission pour le niveau 2. Donc on le voit ici avec la petite antenne. Ça va être 1 pour le niveau 1. Et pour le niveau 3, ça doit être 5. Je vais juste vérifier quand même le niveau 1. On va aller sur la Lune. Sur la Lune, si je veux en construire... Ah non, c'est 2 contrôles de mission au niveau 1. Ok. Bon, ça a changé, avant c'était 1. Donc ça consomme un petit peu de ressources. Enfin, ça consomme du contrôle de mission. Le contrôle de mission, on peut l'augmenter de 2 manières. La première, c'est en construisant donc, du contrôle de mission en investissant dans les différents pays. Donc là, par exemple, si je vais hop là, aux USA, si j'investis dans contrôle de mission, bah, petit à petit ça va monter, mais ça reste très très cher. Les États-Unis produisent aujourd'hui 29 points d'investissement. Et un contrôle de mission, un seul point ici, ça me coûte 25. Donc c'est-à-dire 1 mois d'investissement à plein temps. Sauf que évidemment je n'investis... Alors là j'investis pas du tout, mais généralement on investit dans différents items. Ce qui veut dire que ça va monter très très lentement sur Terre. Le meilleur endroit pour produire du contrôle de mission en début de jeu, c'est plutôt l'Europe. Même si moi j'utilise assez peu cette technologie, je préfère y aller comme un bourrin avec les USA. Mais les Européens sont très très adeptes. C'est des pays qui sont très spécialisés dans la production de contrôle de mission, tant qu'ils ne sont pas fusionnés. Parce que ils ont une grosse capacité d'investissement tant qu'ils sont divisés. Ce qui permet de produire beaucoup de contrôle dans les différents pays avant de fusionner l'Union Européenne en une seule superpuissance. Donc ça transforme l'UE vraiment en grosse puissance spatiale. Ça prend un petit peu de temps. Donc je préfère une stratégie basée sur les USA. L'autre manière de produire du contrôle de mission, c'est de construire des centres d'opération qui sont juste là. Dans la version actuelle du jeu, ça nécessite beaucoup d'énergie, mais ça permet également d'avoir 4 contrôles de mission à chaque fois. Et ça nécessite également pas mal d'or.
Donc il faut y penser, il faut avoir les reins solides. C'est pour ça qu'on vise des astéroïdes très productifs pour soutenir notre consommation d'or. Et c'est pour ça également que je vise Mercure, entre autres donc pour le Soleil, et puis entre autres parce que c'est une planète relativement riche en métal. Donc en métal de base et puis en métal précieux. En métaux précieux. Si je vais sur Mars, par exemple, voilà, ça c'est une base typique que j'aime bien faire. Disons au bout de 10 ans de jeu. J'ai un cœur de camp, niveau 2, qui me consomme... alors il consomme pas d'énergie, mais il consomme du cash, il consomme de l'eau, du gaz et puis du contrôle de mission. J'ai une mine, ici de niveau 2, qui va produire massivement des ressources. Je vais avoir des réacteurs nucléaires. Alors moi je suis passé directement sur les réacteurs à fission lourds. Pourquoi ? Parce que par rapport à la fission normale, ils produisent beaucoup plus d'énergie. La fission normale c'est 85 d'énergie, la fission lourde c'est 128. Donc on a bien un 50%, 40 ou 50%. Et ça permet d'économiser des emplacements, parce que les emplacements, ils sont pas infinis. D'accord ? Et ça, c'est vraiment la chose qu'il va falloir manager, finement. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est d'avoir... Alors, c'est un peu chiant à faire, c'est d'avoir un tableau Excel à côté ou une feuille de papier, et vous faites les calculs sur combien ça va vraiment vous coûter en énergie, même si l'interface était un peu améliorée dans les dernières versions du jeu. Et également de regarder combien ça vous coûte en eau et en gaz. D'accord ? Et toujours faire attention à l'uranium, surtout si vous n'avez pas de vraies sources de production comme c'est mon cas. Dans ma partie, je suis toujours un petit peu limité. Donc je vais avoir des réacteurs nucléaires. Donc ici j'ai 3 réacteurs à fission. Idéalement, je vais les remplacer par de la fusion nucléaire dès qu'elle sera développée et dès que j'aurai des niveaux intéressants. Je pense que j'irai d'ailleurs directement sur la fusion lourde, ou en tout cas le plus rapidement possible. L'idée de la fusion, c'est d'économiser en uranium. D'accord ? C'est juste beaucoup moins coûteux. Et donc c'est très bien si, comme moi, vous êtes contraint. Ce que vous allez vouloir avoir sur un certain nombre de vos bases, voire toutes, c'est... moi je vous conseille de les avoir sur toutes, c'est des groupes d'ingénieurs autonomes, Skunkworks en anglais. Donc ça vous donne un petit bonus d'ingénierie, qui se retrouve ici. Ce bonus d'ingénierie, premièrement il n'est pas limité, et deuxièmement il vous donne un bonus de recherche. Qui est gigantesque, dans le sens où quand j'ai plus 100% ici, ça veut juste dire que mon projet il me coûte 2 fois moins cher. Et ça se cumule aux différents bonus de science que j'ai dans chaque catégorie. Donc globalement, ici, pour résistance au ferrocite, la technologie, normalement elle me coûterait 30 000, mais vu ce que j'ai en bonus, c'est comme si elle me coûtait que 10 000. Elle me coûte 3 fois moins cher. Ce truc-là est limité, le bonus dans les différentes sciences. Par contre, les projets d'ingénierie, c'est infini. D'accord ? Donc vraiment cumuler sur toutes vos stations des groupes d'ingénieurs autonomes. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des groupes d'ingénieurs autonomes juste dans certaines bases où on les stackerait, où on les accumulerait ? Parce qu'il y a des événements qui arrivent quand même assez régulièrement dans le jeu, qui sont liés justement à est-ce qu'il y a un groupe d'ingénieurs autonomes ou pas sur la station. Quand ils sont présents, ça donne généralement le choix entre 4 événements différents qui permettent par exemple d'augmenter la vitesse de construction des vaisseaux. Ou alors vous avez un des événements qui est, et c'est celui-là qu'on va chercher à chaque fois, l'augmentation de la productivité des mines. Ce bonus, on ne vous l'enlève pas, il est jusqu'à la fin du jeu. C'est généralement plus 5%, mais c'est un événement qui est quand même assez régulier, surtout si vous avez des groupes d'ingénieurs partout. Et plus 5%, à la fin du jeu, c'est plus 100,
plus 150, plus 200% de productivité sur vos mines, qui produisent déjà plus de 100% quand elles sont au niveau 3. C'est super puissant. C'est vraiment très puissant. Donc il faut le rechercher à chaque fois. Enfin, il faut en installer partout. Ce que vous voulez avoir également, éventuellement, ce sont des centres d'opération. L'idée, c'est de rendre vos bases plus ou moins indépendantes de ce qui se passe sur Terre. Idéalement, vous pourriez perdre la Terre complètement, tous les pays sur Terre. Vos assets dans l'espace seraient toujours autonomes, productifs et éventuellement tellement bien défendus que les aliens ne pourraient pas vous dégager. Vous ne pourriez pas perdre. Donc les centres d'opération, ça peut être utile. Ça peut être utile sur différentes bases, en tout cas en début de jeu. Généralement, on a tendance à les déplacer sur Mercure parce que ça consomme énormément d'énergie. Et donc il vous faut une production d'énergie qui est le plus gratuite possible. Donc moi pour l'instant je suis à peine installé sur Mercure, donc j'ai encore des centres d'opération un peu partout. Je vais les déménager. Je vais les mettre sur Mercure et je vais mettre plein de panneaux solaires là-bas. Alors par contre ça veut dire également qu'il faut tenir Mercure à tout prix. Donc vous avez intérêt à avoir, alors soit ne pas être une menace pour les aliens, comme c'est mon cas actuellement, soit avoir des flottes de défense massives capables de défendre la planète. Ce que vous voulez également, c'est les fermes. Alors les fermes, on peut ne pas en voir l'intérêt, mais en réalité c'est extrêmement puissant. Chaque bâtiment a deux types de coûts. Les coûts d'entretien mensuels, ceux-là vous ne pouvez pas les minimiser, et puis vous avez un coût mensuel en ressources de l'équipage. C'est un coût qui est lié en fait tout simplement à la population qu'il y a dans le bâtiment. La population, vous n'avez pas besoin de la gérer, hein, c'est automatique. Là donc j'ai un équipage de 20 par exemple sur ce bâtiment là, j'ai un équipage de 20 ici, mais à chaque fois il me consomme de l'eau et du gaz. Si je ne construis pas de ferme, ma consommation d'eau et de gaz elle va exploser. Et généralement on est plutôt limité en gaz. Enfin moi j'ai toujours été limité en gaz, même en ayant Cérès, même en ayant un certain nombre d'astéroïdes qui me produisent de l'eau et du gaz, et même en étant sur Mars. Il y a des astéroïdes qui sont très productifs en gaz, mais généralement j'évite d'y aller parce qu'il y a pas de métal, il n'y a pas d'or et il n'y a pas d'uranium dessus. Donc c'est un petit peu gâché, et dans ma partie où on est dans une campagne difficile, je peux pas monter le nombre de bases comme j'aimerais sans être une menace pour les aliens. Donc on construit des fermes. Les fermes, elles nullifient jusqu'à un certain niveau votre consommation d'eau et de gaz. Donc ici par exemple pour les fermes à niveau 2 c'est 17,5. Donc tant que mes coûts d'entretien sont en dessous de 17,5, ils sont nullifiés, ils sont mis à 0. Donc là il faudrait que je fasse le calcul exactement si je suis au-dessus ou en dessous. Généralement les coûts d'entretien au niveau 2 sont quand même assez faibles. Il y a juste les centres d'opération qui consomment pas mal, ainsi que les mines. Voilà. Donc en vrai si vous avez moins de 2 centres d'opération et quelques petits bâtiments classiques, une ferme ça devrait suffire. Les nano-usines c'est extrêmement important aussi. Alors ça consomme beaucoup de métal et un peu d'eau et de gaz. Par contre ça vous rapporte une quantité de cash qui est monstrueuse. Moi généralement j'en mets 1 à 2 par base. Au moins une c'est sûr, voire 2. L'idée c'est que premièrement on soit super riche. Deuxièmement c'est de financer les bases parce qu'elles consomment beaucoup de cash. Et si vous attendez à ce que la Terre finance tout, ça va mal se passer. Vous avez autre chose à faire, des investissements sur Terre. Donc nano-usines. Et puis l'avantage des nano-usines, c'est qu'elles permettent également de construire les autres bâtiments plus rapidement. Alors je suis pas sûr que c'est encore le cas dans la dernière version du jeu.
Auparavant, quand vous aviez un bâtiment en construction et une nano-usine, la nano-usine ne produisait pas de cash pendant la construction du bâtiment, de n'importe quel bâtiment. Et j'ai l'impression que ça n'est plus le cas. Elles produisent du cash tout le temps. Et l'avantage des nano-usines, c'est qu'elles permettent également d'avoir un petit bonus sur la science des matériaux. Alors c'est 1 ou 2% à chaque fois. Sauf que quand vous avez ça fois le nombre de vos bases fois 1 ou 2, c'est un bonus en recherche des matériaux qui est quand même assez conséquent. Voilà. Qu'est-ce que l'on n'a pas regardé? On n'a pas regardé les laboratoires. Vous avez des laboratoires dirigés, c'est ce qu'on appelle ici des centres de recherche. Sur le niveau 1, c'est plutôt laboratoire, niveau 2, centre de recherche, et niveau 3, j'ai plus le nom en tête. Les laboratoires autour de sur chaque bâtiment, sur chaque base, pardon, vous apportent entre plus 10 et plus 25% de bonus de recherche, donc dans une technologie dédiée. Alors plus 25%, c'est plutôt la xénoscience. Voilà, les autres c'est seulement 10%. Ce bonus, il est bloqué à 50%. D'accord, donc c'est intéressant d'avoir jusqu'à 5 laboratoires. Quand vous serez au niveau 3, les laboratoires seront à 25%, donc il n'y a pas besoin d'en avoir autant. Il n'y a pas besoin d'en avoir autant sur vos différentes bases. Donc moi j'ai choisi, enfin vu le nombre de bases que j'ai entre 3 et 4 laboratoires, 3 ou 4 centres de recherche, qui me permet donc de stacker un certain nombre de bonus. Ils produisent chacun un petit peu de science, et puis bon voilà, ils consomment un peu d'énergie, un peu d'eau ou de gaz. Chose à faire attention, vous avez des consommations différentes en énergie en fonction et même en ressources en fonction des différents laboratoires. Donc, généralement c'est 24, mais vous en avez certains. La centre de recherche en xénosciences par exemple, c'est 40 d'énergie. L'informatique c'est 40 également. L'énergie c'est également 40, et en plus vous avez une petite consommation d'uranium. Voilà. Les centres militaires c'est un peu moins. Bon, donc toujours faire attention. Moi je vous conseille de diversifier donc les bases, vos différentes bases, et d'éviter de mettre tous vos centres de recherche d'un seul type sur la même planète. C'est-à-dire que si vous mettez toute votre recherche biologique sur Cérès, tant que vous tenez Cérès, tant mieux. Le jour où vous perdez toutes vos bases sur Cérès, vous perdez également tous vos bonus dans la recherche en biologie. C'est pas forcément super intelligent. Et puis, quand vous allez commencer à avoir un certain nombre de combats dans l'espace, alors pas forcément vous, mais que les autres joueurs, les autres factions commencent à avoir des vaisseaux, je vous conseille quand même d'avoir au moins un réseau de défense. Généralement, le réseau de défense, donc les défenses de niveau 2, c'est ce qu'il y a de plus à la fois plus économique mais plus efficace. Le niveau 3, c'est bien pour faire des grosses forteresses, mais c'est coûteux à déployer sur toutes vos bases. Au moins un réseau de défense, idéalement il en faudrait un deuxième. Moi ça me coûterait beaucoup trop d'énergie. Enfin il faudrait que j'allume un réacteur, ce qui va me consommer beaucoup d'uranium. Et aujourd'hui, je le fais pas. Les réseaux de défense, elles dépendent des technologies que vous avez, enfin leur capacité en tout cas à abattre des vaisseaux ennemis. Elles dépendent des recherches que vous avez effectuées. On va juste changer de projet. Vous avez des technologies qui s'appellent... Je vais pas l'avoir. Batterie quelque chose. Donc vous avez batterie infrarouge, batterie à laser vert, vous avez batterie sans doute à laser de phase, vous allez avoir les canons de Gauss, les ray guns. Voilà, un certain nombre de différentes technologies qui vous apportent des composants pour vos vaisseaux, mais également
ça permet automatiquement d'upgrader vos stations, vos réseaux de défense. Moi pour l'instant je n'ai que les lasers verts, et donc ma seule capacité réelle de défense ce sont les lasers verts surface orbite. J'ai également un canon mitrailleur de 30 mm, mais faut juste oublier son utilité, ça ne sert à rien. Et puis quand j'aurai des ray guns ou des koi guns, donc des canons de Gauss, là il y a un des emplacements, grand canon laser vert là, qui sera remplacé par ce type de technologie. Donc au moins un, idéalement deux, plus c'est... Alors certes ça permet de tenir vos bases, mais c'est gâcher un emplacement qui pourrait être utilisé par autre chose. Et puis si on va sur la Lune, vous avez une petite spécificité du système Terre-Lune. Vous pouvez avoir des bâtiments un peu spéciaux. Vous allez avoir un premier type de bâtiment qui est le campus de recherche. Campus de recherche, c'est un peu coûteux, ça consomme pas mal d'électricité, du cash, de l'eau et du gaz, et surtout du contrôle de mission. Par contre, ça rapporte 60 de science, et ça c'est pas mal quand vous commencez à en avoir pas mal. Donc moi par exemple sur la Lune, j'ai 3 bases, j'avais en tout cas 6 campus de recherche. Donc x3 ça fait 18, 18 x 60, ça commence à faire plus d'1 millier de sciences produits chaque mois, soit plus de 25% de ce que j'ai, un peu moins de 25% de ce que j'ai actuellement. Donc je les ai désactivés parce que ça consomme du contrôle de mission, et encore une fois le contrôle de mission, en campagne difficile, au-delà de 100, 105, là où je suis actuellement, enfin la réalité c'est le niveau de base c'est plutôt 80. Au-delà de 80, on devient une menace pour les aliens. Vous avez certaines technologies qui permettent d'augmenter cette limite sans être une menace pour les aliens, mais c'est un poil compliqué à trouver. C'est en progressant dans les recherches aliens. Ces campus de recherche, donc, ils produisent beaucoup de recherches, mais ils sont limités au système Terre-Lune ou au-dessus des mondes de plus de 10 000 habitants. Donc, en fait, il faut les avoir bien colonisés. Donc c'est généralement plutôt Mercure et Mars. Et c'est absolument pas en milieu de jeu. Donc ça peut permettre de produire beaucoup de science s'ils sont actifs. Deuxième bâtiment intéressant, la recherche sociale. La recherche sociale, c'est autorisé uniquement dans le système Terre-Lune ou au-dessus des mondes de plus de 50 000 habitants. Encore une fois, c'est pas en début de jeu, c'est pas en milieu de jeu. Et puis qu'est-ce qu'on a encore ? Vous avez le centre médical qui est intéressant. Centre médical, pareil, autorisé sur le système Terre-Lune, donc chez moi il est en construction. J'ai tendance à en construire un. Alors ça me consomme un peu de fusée chaque mois. Par contre vous avez quelques événements qui sont liés au centre médical. Donc j'aime bien en avoir un, ça permet d'avoir certaines options. Il me semble qu'il y a même un événement qui permet d'avoir un peu de science également. Donc voilà, bon, c'est plus RP on va dire qu'autre chose. Alors attention, le centre médical, si vous avez d'autres factions qui en ont fait sur leur base, si vous détruisez leur base ou leur station, ça compte comme détruire l'hôpital, c'est un crime de guerre, c'est une atrocité. On ne peut pas en construire non plus dans les lieux irradiés. Voilà, et puis vous avez un certain nombre de bâtiments que je n'ai pas encore débloqués, qui peuvent être intéressants autour de la Lune pour augmenter votre production d'influence. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a des nano-usines qui produisent du cash, vous pouvez avoir des modules de propagande ou des modules radio qui vont permettre de produire un peu plus d'influence. Bon, globalement, c'est pas très utile quand vous êtes avancé dans la partie. Autour de chaque monde, vous avez un certain nombre d'orbites. Ces orbites, donc on les a ici, vous avez des orbites d'interface, c'est celle avec la petite planète, on va y revenir. Vous avez des orbites qui sont irradiées, comme ici, donc il y a l'espèce de petite... c'est un masque à gaz.
Et alors on pourrait regarder également sur Mercure. Si je vais sur Mercure, vous avez donc toutes les orbites qui sont irradiées, mais vous avez également les sites qui sont irradiés. Et ça veut dire que les modules vont être plus chers à construire. Donc ça va coûter ici 2 fois plus cher, ce qui peut être conséquent. Voilà. Il n'y a pas que Mercure. Alors Mercure, c'est du fait de la proximité avec le Soleil. Sur Terre, l'orbite en question, c'est dû à la ceinture de Van Allen. Et puis vous avez certains endroits comme Jupiter. En particulier, vous avez Io. Io est fortement irradiée. Elle est même plus irradiée que Mercure. Donc Io, c'est pas très intéressant d'y aller. Europe, c'est 3,3 fois, donc c'est plus irradié que Mercure aussi. Ganymède, c'est 2,1 fois, pareil. Callisto, ça va. L'idée, c'est quoi? C'est que Jupiter, oh, petit bug d'affichage, Jupiter a un fort champ magnétique, et en plus de ça, vous avez Io qui est volcanique et qui relâche énormément de matière alors c'est plus tellement son atmosphère, c'est même autour de Jupiter. Ça, combiné avec le champ magnétique de Jupiter, fait que le système jovien, globalement, est fortement irradié. D'accord? En dehors de Callisto. Donc voilà, faut juste y penser. Vous avez certaines orbites, si je reviens sur Terre. Vous avez certaines orbites. On va y arriver. Non, moi je veux la Terre, voilà. Vous avez certaines orbites avec ce petit symbole noir et blanc. L'idée, c'est une ressource qui arrive tard dans le jeu, qui est l'antimatière. L'antimatière, il y a 2 manières de la produire. Soit vous trouvez une petite orbite avec justement ce truc-là, et vous pouvez faire des collecteurs d'antimatière. C'est assez inefficace. Il y a 3 niveaux de mémoire, en tout cas d'unité. Vous avez A, P et U. U, ça doit être en unité, P ce sont des picots et A ce sont des attos. Attos, c'est vraiment rien du tout, et picots, c'est pas non plus c'est pas grand chose. Bon, en gros, c'est quelques atomes d'antimatière. La meilleure manière de produire de l'antimatière, ça reste les collisionneurs de particules, mais ça on le verra dans une autre vidéo, voire un autre tuto. Donc vous avez un certain nombre, les altitudes on s'en fiche un petit peu, les orbites on s'en fiche également, et puis vous avez une capacité de station ici. L'idée c'est que vous avez certaines orbites comme l'orbite de l'ISS ou l'orbite de Tiangong, vous ne pouvez construire qu'une seule station. Vous avez d'autres orbites où vous pouvez monter à 8. Si je vais sur la Lune, pareil, c'est 8 à peu près partout. Voilà. Les orbites basses, donc avec la petite planète, les orbites d'interface, c'est des orbites très intéressantes, surtout pour la Terre. C'est des orbites où certains bâtiments vont avoir un bonus. Alors quand je vais je vais reprendre Mars par exemple. Si je prends les laboratoires de recherche, quand on lit la description, on voit qu'il y a un bonus à nos investissements sur Terre quand ce laboratoire il est en orbite. C'est-à-dire que quand ce truc-là il est construit sur Mars, ça me donne pas ce bonus. S'il est construit sur une orbite d'interface, je vais avoir 6% de bonus pour chacun de ces bâtiments que je construirai en orbite. Donc c'est assez intéressant vers le milieu, on va dire le milieu avancé de la partie, de commencer à avoir des grosses stations autour de la Terre, des grosses stations en interface, où je vais mettre plein de centres de recherche. Jusqu'à alors il y a une capa à 30% de bonus. Voilà, donc à la limite je pourrais construire 5 bâtiments de niveau 2. En réalité on ira plutôt chercher des bâtiments de niveau 3
qui augmente, je crois de mémoire, ça va être 10% de bonus à nos investissements. D'accord, donc je n'aurai à en construire que 3, et même en construisant que 3 laboratoires de chaque, il va me falloir 5, 6, 7 stations différentes qui vont être des cibles privilégiées pour les autres factions et pour les aliens. Donc généralement on va faire des grosses défenses également, ça va être des forteresses autour de la Terre. Alors je reviens sur le système Terre-Lune. Donc chaque bâtiment, il a, en termes de bonus, il a un petit peu sa spécificité. Par exemple, biologie, ça va être plutôt providence / bien-être. Il y a un petit souci de traduction quand même. Les matériaux, on va être sur du militaire. Les sciences sociales, ça va être sur le gouvernement. La xénoscience, c'est un peu particulier. C'est pas un bonus d'investissement, mais c'est un bonus sur la détection d'aliens. Et donc là, il va m'en falloir entre 4 et 5. Voilà, j'ai un plus 9. Plus 9, donc il me faut 5 laboratoires. 5 centres de recherche. Voilà, donc on va en avoir différentes. On va avoir différents bonus à nos investissements. On va éviter de construire des fermes sur les emplacements de stations en orbite basse de la Terre. Globalement, c'est gâché. On évite de faire ça. Et pareil, on évite de construire des centres d'ingénieurs autonomes, sauf si vraiment vous avez un petit peu de place. Les nano-usines apportent également un bonus. Voilà, sauf qu'il faut beaucoup de nano-usines, donc c'est pas toujours intéressant. Par contre, ça donne un bonus à l'économie. Sur Terre, les premières stations, ou en orbite de la Terre, les premières stations, ça peut être intéressant de faire des collecteurs solaires, en tout cas au départ. Très rapidement, encore une fois, on va aller vers de la fission, voire de la fusion nucléaire. Enfin, même on va aller vers de la fusion nucléaire. Dans le système Terre-Lune, un réseau solaire, donc niveau 2, c'est 40 d'énergie. Un réseau de réacteurs à fission lourde, c'est 128. D'accord ? Pour un bâtiment, vous avez 3 fois plus d'énergie. Par contre, c'est pas gratuit. Voilà, c'est un peu la différence. C'est un peu la différence entre les panneaux solaires et puis les réacteurs. Mais en même temps, ce qui coûte rien, généralement, ça vaut rien. Donc ça vaut pas grand chose. Vous avez un dernier projet qui peut être vraiment vraiment intéressant. Ce sont alors au niveau 1, ça s'appelle nœud administratif, que je n'ai pas encore développé. C'est plus haut. Nœud d'administration. Ça permet d'augmenter notre capacité de contrôle des différents pays. Alors au début c'est juste un plus 4, donc c'est pas très intéressant, mais dès qu'on commence à taper dans tour d'administration ou complexe administratif, plus 30 de capacité de contrôle, ça devient très intéressant. Alors ça veut dire également qu'il faut défendre les stations à tout prix. Plus 30, c'est un point en Chine, peut-être pas la Chine, mais au moins un point en Inde. Donc quand vous avez 3, 4, 5, 6 stations avec 2-3 complexes administratifs à chaque fois, vous êtes capable de contrôler le monde entier. Ça veut dire également que toutes les autres factions ne posséderont plus un seul pays sur Terre. Vous n'êtes plus en train de lutter face à eux. Et donc à ce moment-là, vous pouvez unifier petit à petit les pays et vraiment faire de véritables empires sur Terre. Et ça veut dire également, voilà, donc les autres factions seront privées de toute source de financement, de production de boost, de production d'armées, de bombes atomiques. Bref, la Terre sera sécurisée. Ça veut dire également que les autres factions, pour survivre, elles seront obligées d'être autosuffisantes dans l'espace. Ce qui généralement n'est pas le cas, parce que à ce moment-là de la partie,
Vous devriez avoir sécurisé Mercure, vous devriez avoir les plus riches astéroïdes, voire Mars. Et à ce moment-là, pour eux, c'est très très compliqué de survivre. Vous êtes généralement en guerre à ce moment-là avec les aliens. Qu'est-ce que l'on a oublié? Oui, vous pouvez donc construire des bâtiments autour des orbites, mais également à des points un peu particuliers qui sont les points de Lagrange. Alors pour chaque, en réalité pour chaque corps, mais généralement c'est plutôt les planètes, vous avez des points de Lagrange qui sont des endroits où quand vous construisez une station, elle est pas en orbite autour de la planète, elle est en orbite autour du Soleil, mais elle se déplace à la même vitesse que la planète en question. Donc vous avez le point de Lagrange L1. Donc globalement l'idée c'est que vous êtes attiré par le Soleil, donc normalement vous devez tourner beaucoup plus vite qu'une planète qui est un peu plus loin, qui tourne moins vite. Sauf que comme vous êtes juste devant la planète, vous avez tendance à être également attiré par elle. Ce qui revient à dire, c'est un peu comme si le Soleil perdait de sa masse. Et donc vous êtes moins attiré par lui, et donc vous avez besoin d'avoir moins de vitesse pour être sur cette orbite. Inversement, quand vous êtes plus loin, vous êtes attiré par la planète, et donc c'est un peu comme si la planète n'existait pas, le Soleil avait plus de masse. Donc vous tournez plus vite. Et puis vous avez 3 autres points qui sont intéressants. 2 qui sont les points de Lagrange L3, L4 et L5. Donc pareil, il y a un truc qui se passe avec la planète. Et puis vous avez un point qui est de l'autre côté de la planète, qui est le point de Lagrange L3. Voilà. Généralement c'est plutôt L1 et L2 qui peuvent vous intéresser. Et donc ça c'est vrai pour toutes les planètes. Pour les astéroïdes, l'effet est trop faible, donc c'est pas le truc n'existe pas. Et donc normalement vous pouvez y construire une station. Donc ça permet également d'avoir quelques stations en plus. Moi généralement je construis pas trop, alors surtout au niveau de Mercure. L'idée c'est que j'aime bien avoir toutes mes stations dans le système de Mercure, avec des flottes de défense qui vont être capables de défendre les différentes orbites assez facilement. Alors que quand vous avez une station assez éloignée, c'est fini en fait. Si vous avez des aliens qui arrivent, vous pouvez tout simplement pas, vous pouvez pas envoyer une flotte de défense. En tout cas, c'est coûteux. Il me semble que les flottes ne peuvent pas aller vers des points de Lagrange s'il n'y a pas de station. Donc ça, par contre, ça a un intérêt. Ça a un intérêt surtout pour, par exemple, Jupiter. Si vous n'avez pas d'astéroïdes, vous pouvez très bien avoir une base sur Jupiter pour vous ravitailler, et puis une base de l'autre côté, une base de ravitaillement qui, juste pour ravitailler vos flottes sans avoir de base dans le coin. Voilà, donc ça peut être également intéressant. Et puis, est-ce que c'est bien le cas? Ouais, c'est également le cas pour les planètes, les géantes gazeuses. Alors autant Jupiter, il y a encore la ceinture d'astéroïdes. Pour Neptune, par exemple, ça devient compliqué d'avoir du ravitaillement dans ce coin-là, en dehors du point de Lagrange. Donc il y a aussi un intérêt, là-dessus. Et par contre, c'est pas le cas pour les planètes naines. Elles sont pas assez lourdes, elles sont pas assez massives. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oui, alors quand vous commencez à avoir pas mal de combats sur une orbite, vous avez des débris qui s'accumulent. Alors généralement c'est surtout autour de la Terre, voire de Mars et de Mercure. Ces débris, c'est un danger pour vos stations. Si vous construisez des stations, vous avez intérêt à avoir des systèmes de défense pour vous protéger de ces débris. Sans ça, vous pourriez perdre des modules.
Ce qui est, quand vous avez 1 an de construction d'un laboratoire ou d'un système assez coûteux, vous n'avez pas envie de le perdre quelques jours après à cause de débris qui détruisent les stations de manière sauvage. Chaque station qui est détruite, chaque vaisseau qui est détruit augmente le nombre de débris. Voilà, vous pouvez avoir le nombre de nuages de débris. Ici c'est 1, 1 et 4. Orbite synchrone de la Terre, on est toujours à 1. D'ailleurs ça me surprend un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ouais. Les différentes stations, elles ont une icône un peu différente. Ici, c'est une station de niveau 1. Alors, on le voit en fait parce que c'est juste une espèce de petit pentagone. Mais vous avez des stations de niveau 2 ici, avec Humanity First. On le voit parce qu'il y a deux petites icônes de part et d'autre. Et donc quand vous êtes au niveau 4, vous en avez de chaque côté. Alors du coup, ça permet de regarder un peu ce qu'ils ont construit. Je peux pas plus zoomer que ça. Ok. Bon, donc ils ont Humanity First a créé une station en orbite de la Terre. Ils ont un cœur orbital. Évidemment, il n'y a pas de mine dans l'espace, donc ça permet d'avoir un emplacement. Et on voit qu'ils ont créé des casernes de pelotons de marine. Ouais, c'est pas la marine, hein, c'est de Marines. Ça, c'est important, surtout sur les orbites autour de la Terre, parce que les conseillers ennemis vont avoir tendance à essayer de hacker vos stations et de les récupérer. Donc vous avez intérêt à avoir justement des Marines pour vous défendre. Moi, généralement, j'en fais pas sur les autres planètes. J'ai jamais eu besoin, j'ai jamais eu d'assaut jusqu'à présent, ou rarement eu des assauts qui venaient me piquer une station. Par contre, autour de la Terre, ça arrive régulièrement. Donc vous voulez avoir ce genre de caserne, de bataillon de défense. Donc là, ils ont surtout des piles, des réseaux de défense. Bon, voilà, c'est du classique. Alors, 2 casernes, par exemple, c'est peut-être un peu inutile. On va pas se mentir. Et puis, vous avez certains bâtiments également qui vont vous assister dans certaines missions. Entre autres sur la propagande. D'accord, que je n'ai pas développé, mais ça permet de donner certaines facilités à vos campagnes publiques. Vous avez certains bâtiments, alors il me semble que ça doit être les laboratoires militaires. Les laboratoires militaires, ils donnent pas un bonus de recherche militaire, d'investissement militaire sur Terre, quand ils sont en orbite basse. Par contre, ils améliorent vos armées, et ils améliorent jusqu'à plus 0,3. Plus 0,3, ça veut dire que vos armées sont 30% plus efficaces. C'est pas rien. C'est pas rien, surtout quand les aliens vont commencer à débarquer sur Terre avec leurs armées. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce bonus. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, c'est vraiment le basico-basique de comment fonctionnent les différentes stations. Ouais, donc ici on a l'équipage, ici l'énergie et ici la gravité. Oui, la gravité. On n'a peut-être pas dit quelque chose de... Il y a quelque chose que je n'ai pas dit. On peut construire des chantiers spatiaux, à la fois dans les différentes... dans les stations en orbite et sur les planètes ou astéroïdes. On ne fait jamais de chantiers spatiaux sur une planète. Parce qu'il faut décoller. Donc il faut lutter contre la gravité. Donc il faut avoir des moteurs qui sont efficaces. Et la plupart des moteurs, surtout ceux qui permettent de voyager loin, généralement ils n'ont pas de poussée, donc ils ne peuvent pas décoller. Vous pouvez avoir des flottes entières qui seraient bloquées et qui ne décolleraient pas. En fait, vous avez juste construit des immeubles. Alors c'est génial, hein, mais ça ne sert à rien.
À la limite, les astéroïdes, quand vous commencez à avoir des moteurs qui ont un peu de poussée, ça peut être intéressant, parce que voilà, la gravité elle est quand même très très faible. On est à 6 milligé ici sur Etra. Je pense que sur les autres planètes, enfin sur les autres astéroïdes, voilà, c'est aussi ridicule. CRS, même CRS en fait, ça se fait en fin de partie. Sur les moteurs de début de jeu, il faut oublier, hein, la plupart des moteurs en début de jeu, ils ont, s'ils ont 10 milligé d'accélération, c'est déjà le bout du monde. Donc en fait, vous allez juste avoir des vaisseaux qui ne décollent pas. Encore une fois, construisez-les sur des stations en orbite, pas sur les planètes et pas sur les astéroïdes. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Après, évidemment, il y a des bâtiments un peu plus avancés, comme les collisionneurs de particules qui permettent de fabriquer de l'antimatière. On va pas en parler dans cette vidéo. Peut-être que je ferai un tuto dédié. Peut-être, je ne suis pas sûr. Je ferai peut-être pas une vidéo juste pour des collisionneurs. Mais il faut les construire. Il faut les construire autour de Mercure. Voilà, tout simplement parce que ça consomme une énorme quantité d'énergie, mais vraiment de manière assez stratosphérique. C'est indécent à quel point ça consomme de l'énergie, et donc vous ne voulez pas faire ça avec vos propres réacteurs nucléaires. Vous voulez le faire avec notre réacteur nucléaire à tous, le soleil et beaucoup de panneaux solaires. Voilà. C'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir suivi, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo où on va s'installer durablement sur Mercure. Merci d'avoir suivi, à très bientôt, c'était Brasier.